Bonjour, nous sommes avec Justin Ziegler. Bonjour Justin. Bonjour. Donc vous êtes DSI de PriceMinister.com et cofondateur de la société. Vous êtes aujourd'hui, vous intervenez en tant que membre du comité de programme de l'Open World Forum. Vous intervenez aussi en tant que témoin d'un utilisateur DSI des logiciels open source. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous rappeler qu'est-ce qu'est PriceMinister.com et avoir une idée un peu de quelques chiffres sur la société? Alors, PriceMinister.com, c'est un site web d'achat-vente garanti. Donc c'est un site de e-commerce qui permet à des particuliers et des professionnels de s'acheter et se vendre des produits d'occasion ou neufs sur Internet. Donc en tant que particulier, vous pouvez aller sur PriceMinister et mettre en vente des CD ou des DVD ou même encore des vinyles ou des livres dont vous n'avez plus besoin, que vous ne souhaitez pas garder. Alors il y a une gamme de produits qui est bien plus large que ceux que j'ai cités, mais je dirais ceux que j'ai cités sont plutôt des produits que nous avons depuis très longtemps sur PriceMinister. Très bien, donc vous êtes un site Internet à large diffusion. Oui. Donc aujourd'hui, ça représente combien de pages téléchargées vues par jour? On a environ, alors ça dépend des jours bien sûr, on a environ 5 millions de pages vues par jour, donc ça donne un peu une idée de l'infrastructure. La DSI ou la direction technique représente 70 personnes, ou compte 70 personnes pour l'essentiel des ingénieurs. Et on a, je dirais, 70 équipements actifs pour la plateforme, donc 70 serveurs à peu près, pour la plateforme technique. Vous avez choisi donc d'utiliser des technologies open source. Qu'est-ce qui vous a porté historiquement vers ce choix? Alors il faut savoir que PriceMinister est une société, une start-up qui est née lors de l'éclatement de la bulle Internet. Et donc, il était très important pour nous d'arriver à monter le site web de PriceMinister, donc l'application PriceMinister.com, à la fois très vite et avec très peu de moyens, très peu d'investissement technique. Et donc, les frais de licence semblaient être de très bons candidats à l'élimination. Et donc, on a choisi des produits et des projets, des outils open source de préférence. Très bien, donc vous avez choisi la première question, c'est uniquement une décision en termes de low cost, c'est-à-dire que vous avez décidé uniquement pris cette décision en termes de réduction de coûts au départ? Alors la réduction de coûts, je dirais, c'est l'élément déclencheur, mais il y a tout un ensemble d'effets collatéraux ou de corollaires ou de conséquences à ce faible coût. Et donc le plus important à mes yeux, c'est l'aspect flexibilité et réactivité, agilité pour utiliser un terme à la mode, puisque on va, grâce à ce faible coût du produit, avoir un cycle de prise de décision par rapport à ce produit très court. On va pouvoir l'essayer, éventuellement changer si ce n'est pas le bon, et on n'a pas besoin de passer en période de négociation, et puis on n'a pas non plus l'inquiétude associée à un investissement de cash assez conséquent pour certaines licences. Très bien. Aujourd'hui, ça vous demande quel investissement en termes de compréhension du marché? Parce que je pense que vous avez besoin, quand vous sélectionnez ces outils, quand même de tenir une veille, de former vos collaborateurs. C'est des coûts que vous englobez, qui vous semblent inférieurs aux solutions dites classiques? Cet aspect veille, en fait, vous savez, l'open source, c'est un peu comme... J'allais dire comme un plat de spaghettis avec beaucoup de fromage. Bon, ça peut être négatif comme image, mais en fait, quand on goûte l'open source, on prend tout de suite un certain appétit pour l'open source. Et donc, les projets open source sont souvent interconnectés entre eux. Et donc, dans des forums qui parlent d'un produit, on va trouver des leads vers d'autres produits open source. Et au niveau des équipes, il y a un appétit aussi qui se crée. Et donc, il n'y a pas besoin d'une organisation particulière de veille autour de l'open source. Et puis, par ailleurs, dans un forum sur un outil open source, par exemple, on verra mentionner des outils open source concurrents, par exemple, ou des outils open source connexes. Donc, on passe, je dirais, d'un sujet à un sujet connexe très facilement. Et dans ce cas-là, comment vous sélectionnez l'outil? Donc vous parliez dans des témoignages précédents de méritocratie, vous choisissez comment vous les outils aujourd'hui? On va, comme si c'était des outils commerciaux, finalement, on va regarder, on va l'installer, on va le tester, on va regarder un petit peu la documentation, voir les listes de fonctionnalités, on va regarder surtout un point qui est très important, on va regarder le côté plus ou moins dynamique et actif de la communauté autour du produit. Et donc évidemment, on ne va pas choisir un produit
mort, quoi. C'est-à-dire sur lequel il y a très peu de nouvelles versions, très peu de corrections de bugs, très peu de communauté, très peu d'utilisateurs. Effectivement, ça serait plutôt un indicateur comme quoi il ne faut pas le choisir. Donc l'aspect dynamisme et vie de la communauté est important. Pour conclure, quel message vous passeriez, vous, en tant que DSI, donc du côté utilisateur, ce qui est important de le dire, vis-à-vis de l'open source? Est-ce que vous auriez une idée, quelque chose qui vous a marqué en 10 ans d'utilisation de ces technologies? Ce qui m'a marqué en fait aujourd'hui quand je discute avec des gens qui font des métiers similaires aux miens, c'est que nous avons, chez priceminister.com, nous avons fait le choix de l'open source il y a 10 ans et il n'y a aucun produit open source depuis 10 ans que nous avons mis à la poubelle et nous avons typiquement que ce soit Linux, que ce soit JBoss, Apache ou Nagios pour la supervision, ce sont des produits que nous avons choisis et nous les utilisons encore aujourd'hui. Ben, merci beaucoup et à bientôt sur Intelligent TV. Merci beaucoup. Au revoir.